Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap toi-même. À tout de suite. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci surtout à toute l'équipe Michel, Bad Geek. Je découvre, on est un peu avec le Cap Toi-même, c'est un bébé podcast qui a commencé en mars et je découvre le monde du podcast avec vous et je suis profondément touchée par les personnes que je rencontre, donc c'est une grande joie. Donc aujourd'hui, je suis avec... Skander, du coup. Ok, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Avant qu'on entre dans les détails, j'avais envie de vous donner en quelques mots pourquoi moi j'ai eu envie de créer ce podcast. En fait, j'ai travaillé dans des écoles où les enfants sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et quand je suis rentrée après ces expériences, je me suis rendu compte que les jeunes n'avaient pas suffisamment la parole et que c'était important de pouvoir les empouvoirer à travers le podcast. Donc c'était une de mes premières volontés. Et la deuxième, c'était aussi de montrer qu'il y a plein de jeunes qui ne ressemblent pas à tout le monde, qui ont un parcours ou un profil atypique, qui sortent un peu des sentiers battus, et que malgré ça, en fait, on peut rebondir, trouver sa voie. Et donc, c'était l'idée de permettre à tous ces jeunes de s'inspirer mutuellement en racontant leur histoire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Skander. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton histoire, ton parcours, et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de venir sur le podcast ? Yes. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à Michel pour toute l'organisation. Je me sens à l'aise, je me sens bien ici. Et puis, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de participer à ce podcast, c'est surtout pour donner l'opportunité aux autres de faire des liens avec moi. Et le fait qu'ils n'ont peut-être pas vécu les mêmes choses, pas pour autant dire qu'ils ne pourraient pas se connecter en fait, avec ce que je dis ou avec ce que je ressens. Et je compte faire ça en faisant tout d'abord un lien avec moi-même, chose avec laquelle j'ai beaucoup galéré dans ma vie. Voilà, ça sera un peu une sorte d'exercice émotionnel du coup pour moi, ce podcast en soi, c'est pour ça que je suis là. Donc je remercie aussi Marine pour m'avoir donné cette opportunité et voilà, donc j'ai hâte. Merci. Moi, j'aime bien dire qu'en général, les choses les plus intimes sont les plus communes. Et aujourd'hui, on va parler de un petit peu ce que tu as vécu. Et on en a discuté un petit peu avant. C'était l'idée de comment on peut reprendre son pouvoir de façon authentique quand on a vécu un peu des traumas. Et donc, ne plus s'identifier face à ça. Par rapport à ça, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte, mais léger, sur les événements un peu traumatiques que tu as eus, et puis pour qu'on puisse avoir le contexte. Ouais. Mais donc, je suis arrivé en Belgique, là j'ai 22 ans, je suis arrivé en Belgique quand j'avais 19 ans, et depuis que j'ai passé toute ma vie en Tunisie avant d'être arrivé là. En Tunisie, j'ai vécu pas mal de... c'est quand même un pays chouette avec beaucoup de culture et beaucoup de... il est imbibé de valeurs traditionnelles et tout, mais en même temps, ces valeurs traditionnelles peuvent être un peu trop traditionnelles parfois. Et donc, dans le cas où, par exemple, il n'y a pas encore complètement... au niveau des droits de la femme, par exemple, c'est pas le pays le plus... c'est pas comparable à l'Europe, en tout cas. Au niveau de... Qu'est-ce que toi, tu as vécu, justement, par rapport à ça ? Par rapport à ça, justement, j'ai grandi dans un environnement où j'étais beaucoup... j'ai beaucoup fait face au châtiment corporel. Donc, pour moi, le trauma principal, c'est plus... c'est jamais complètement physique, ça reste toujours émotionnel, mais ça a été très physique pour moi. Et donc, de la part de mon père et de la part de l'école primaire dans laquelle j'ai étudié, en étant jeune, qui croyait qu'il y avait un peu cette ancienne école, justement, dont on avait parlé déjà, cette ancienne école, ce ancien régime de plus tu
plus tu emploies le châtiment corporel et plus l'enfant a le droit et aura l'opportunité de se discipliner, quoi. Donc discipline par abus physique. Ok. Donc c'est un peu bizarre si je le mets comme ça, mais en soi j'ai vécu des choses au sein de cette école. J'ai passé 6 ans, 7 ans là-bas. Depuis dès que j'avais 6 ans jusqu'à mes 11 ans. Et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup marqué. En soi, j'ai vu des maîtresses utiliser des manières pour utiliser un châtiment corporel qui a été vraiment des trucs graphiques, quoi. Je sais pas si ce serait approprié de les dire ici, mais par exemple, j'ai vu j'ai déjà saigné de l'oreille parce qu'on m'a tapé très très fort pour ne pas être un bon garçon. Et on m'a déjà donné des coups de poing, on m'a déjà mis dans un placard et enfermé. Et j'ai déjà vu des gens devant moi se faire battre tout le temps, en fait, pour des raisons de manque de discipline. C'est un enfant de 9 ans. Et du coup, à part ça, j'ai aussi vécu sous le toit d'un père qui a été abusif. Et du coup, j'ai beaucoup aussi vécu de violences domestiques, dans le sens où j'ai vu ma mère se faire battre et j'ai vu mes frères se faire battre. Et moi, du coup, puisque je suis l'aîné de la famille aussi, j'ai pas mal eu ça. J'ai pas mal eu affaire à ça. Donc, pour donner du contexte, ça serait ça. Ok. Et par rapport à ça, donc on va rentrer un peu pour répondre à la question comment retrouver notre pouvoir personnel face au trauma de manière authentique. Toi, c'est quoi ta définition du trauma? Ouais, cette question m'intimide un peu puisque je suis pas du tout. Je me sens pas bien placé de donner une définition d'une définition texto de ce que c'est un trauma en soi, mais je peux dire ce que moi je ressens en tout cas quand je pense à ce mot-là, c'est en soi la définition, c'est un choc émotionnel violent, mais ça dit pas grand-chose. Pour moi, un trauma, c'est quand tu vis quelque chose qui est beaucoup trop violente pour que tu arrives à en faire un sens sur le moment même, et du coup, ton esprit et ton cerveau, ils mutent en quelque sorte pour survivre à ce moment et pour garder l'intégrité de ton être, en fait. Et cette mutation peut être parfois... c'est différent d'une personne à une autre. Par exemple, je t'avais donné déjà cet exemple-là quand on s'était parlé au téléphone, mais en Tunisie, j'ai un chien qui a été traumatisé quand il était un petit... quand il était petit. Un chiot, ouais, c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, je m'approche de lui maintenant quand il a grandi et que j'essaie de le caresser, il a un réflexe naturel de se coucher comme ça et de sursauter. Et c'est pas un truc... En fait, il sait que je lui ferai pas de mal, il me fait confiance en soi, mais un truc corporel qui est très très ancré en lui, qui réagit comme ça directement. Et je pense que ça serait un exemple de ce que c'est un trauma qui peut t'affecter physiquement, émotionnellement. Et pour moi, ça a été... j'ai beaucoup galéré avec ça, quoi. Donc une forme d'adaptation, de suradaptation à un moment donné pour, comme tu disais, garder son intégrité en tant que personne de quelque chose qui faisait pas sens et qui était très fort. C'est ça. Puisque dans le moment même, par exemple, quand tu vis un choc, tu n'arrives peut-être pas à créer du sens, enfin tu n'arrives pas à rationaliser, surtout quand tu es enfant. Par exemple, tu n'arrives pas à dire cette personne m'a fait mal parce que X ou Y, en fait, tu n'arrives pas à faire ça, puisque tu n'as déjà pas les capacités cognitives et la maturité en tant qu'enfant de te dire des trucs, de rationaliser. Et puis, quand tu te fais battre comme ça d'un coup, tu n'arrives pas vraiment à... Enfin, déjà, physiquement, il y a quelqu'un qui te fait mal, et du coup, tu comprends rien, en fait. Dans le moment, tu ne comprends rien du tout, tu sais pas ce qui se passe. Tu subis un truc, et du coup, en fait... Le cerveau, dans ce sens-là, est très, très autonome
dans le sens où il peut muter pour garder une intégrité. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les gens appellent l'ego, mais je trouve que l'ego, c'est ça en fait. Quand quelqu'un a un ego, en fait, l'ego est là pour te protéger, et c'est pas quelque chose qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut démoniser en fait. C'est l'ego qui fait en sorte que tu restes en vie, et parfois la seule manière de rester en vie et de survivre et de ne pas complètement perdre la tête, c'est de développer une maladie mentale. Tu vois, c'est de développer un truc pathologique, développer une pathologie. En fait, il faut dire que la pathologie, quand tu la développes, c'est un peu un dernier recours. C'est quand ton esprit ne trouve pas autre solution, ne sait pas rationaliser, ne sait pas... Donc pour moi, d'après mon vécu, d'après ce que je ressens, ça serait ça un trauma. Après, peut-être des spécialistes pourraient très très bien ne pas être d'accord, et ça, j'en suis très conscient. Ouais, mais aujourd'hui, c'est toi qui as le micro. Cool. Et par rapport à ça, donc la question, à un moment donné, quand on discutait, tu parlais arrêter de vouloir toujours dépasser nos traumas et plutôt les intégrer. Quelle différence tu fais là-dedans? Ouais, en fait, j'ai beaucoup, je suis beaucoup tombé dans ce piège-là de toujours cette notion de travailler sur soi, toujours travailler sur moi et travailler sur mes traumas et essayer de les dépasser, justement. Cette notion-là de dire j'ai un poids et t'es en lutte constante contre quelque chose que d'essayer de dépasser. Et dernièrement, vraiment, c'est dernièrement que j'ai eu cette réalisation-là, où j'ai réalisé que j'avais plus à me battre en fait contre les gens qui m'ont fait mal, puisqu'ils sont plus là. Et c'est un truc que j'ai vécu dans le passé. C'est pas pour autant que je dois nier le passé. C'est pas un déni du passé, mais c'est une intégration du passé en soi. Le dire, ça fait partie de moi. J'ai vécu ça, et que c'est pas quelque chose de laquelle je dois me protéger constamment en fait. Et je trouve que la ligne entre intégrer et dépasser, c'est que dépasser, tu essaies toujours d'être en lutte contre quelque chose. Tu es en combat constant. Et vraiment, je pense que personne ne veut vivre comme ça. Même s'il y a un truc de glorification du combat contre les traumas et tout, et les gens qui disent « ouais, cette personne est en train de se battre », là, il y a une noblesse derrière ça. Mais je trouve que c'est un enfer quand tu le vis réellement. Et je trouve que intégrer, ça a été un mot avec lequel j'ai plus fait de liens, du coup. De dire que j'ai pas refusé ça, j'ai pas lutté contre ça, j'ai juste à intégrer ça dans mon propre corps, à décompresser un peu mon système nerveux qui a reçu ces chocs-là. Et du coup, ce qui va permettre peut-être déjà à moi-même de faire des liens avec moi, ma propre personne, et puis à donner l'opportunité aux autres de faire des liens avec eux-mêmes aussi, en voyant comment je fais des liens avec moi. Et c'est intéressant cette notion de lien, là, t'en parlais déjà au début. Ouais. C'est quoi qu'il y a de précieux dans ce lien que les autres peuvent faire avec eux-mêmes, que toi tu fais avec toi En fait, c'est ce truc de chercher un sauveur, quelque chose dans lequel je suis beaucoup tombé aussi, parce que ayant un père comme le mien, j'ai beaucoup cherché un peu une figure masculine dans ma vie. J'ai eu par exemple un prof de guitare en Tunisie qui m'a un peu encadré dans mes premières années. Et on avait une relation de plus de prof-élève, puisque je passais, vers la même période, je passais par le divorce de mes parents, et du coup, je lui ai beaucoup parlé de tout ça. Et il m'a un peu pris sous son aile, et c'était un peu la figure paternelle. Mais il avait aussi ses problèmes, tu vois. Il avait aussi, c'était pas le prof ou le papa, personne pouvait être mon père en soi. Personne pouvait remplacer ça. Et peut-être... Quand j'ai fait face à ça, et j'ai fait face à cette notion de sauveur, et de me dire, en fait, il n'y a pas... Je peux pas... ça serait injuste de vouloir sauver quelqu'un, puisque je lui donne aucune chance de se donner du pouvoir et de se renforcer lui-même. Et ça serait injuste qu'on me sauve aussi, parce que même si au niveau même si au niveau nerveux, j'ai l'impression de vouloir trouver une sorte d'échappatoire, une sorte de sauveur, ou un remplaçant du père, en fait, ça serait pas très bénéfique pour moi d'avoir ça.
en soi. Puisque je vais juste être comme une sorte de parasite, de bouger d'un sauveur à un autre, de vouloir toujours combler quelque chose que je pense est vide, mais qui n'est pas réellement vide en fait. Et que ça fait pas de moi quelqu'un qui n'a... Comment dire, je sais pas comment mettre avec des mots, mais le fait de ne pas d'avoir un père absent veut pas nécessairement dire que la place du père au fond de moi est absente. Tu vois. Ouais. Dans un sens où le père il est absent, mais en soi le père en moi n'a jamais été. Comme tu peux avoir un père très très présent et aussi avoir ton père intérieur qui est complètement absent. Et je trouve que c'est ça le lien à faire, c'est j'ai pas envie de sauver les autres, ni qu'on me sauve, mais j'ai envie de me sauver moi-même et d'être là pour moi-même et de donner l'exemple à ça aussi, que les autres peuvent apprendre à faire des liens avec eux et eux-mêmes et puis créer cette sorte de connexion quoi, intime. Ok. Par rapport à ça, comment t'as fait pour intégrer ton trauma et puis justement lâcher et ne plus lutter contre et ne plus essayer de dépasser, d'être dans cet esprit de lutte? Parce que c'est vrai que des fois, quand on a un certain vécu, on y est un peu attaché mordicus, quoi. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité presque. Et lâcher et ne plus être en tension par rapport à ça, c'est pas évident en fait. Comment toi t'as réussi à... Enfin, je sais pas si tu l'as réussi, mais en tout cas, comment t'as fait le process? Ouais, bah en fait, justement, cette notion-là en tout cas pour moi, j'avais toujours cette croyance-là de me dire, un jour, je dépasserai tout ça et un jour, je serai libre de ça. Ce truc c'est un peu la montagne de Sisyphus, où au bout d'un moment, tu vas arriver à la fin. Mais en fait, j'étais en combat constant et j'ai très très vite, comment dire, déconstruit cette croyance-là de un jour j'arriverai au bout. Je dirais que je dirais pas que c'est une lutte constante, mais c'est un process constant en fait. Ça, je dirais pas que j'ai réussi à intégrer ça. Sinon, je serais pas en train de faire ce podcast en soi, parce qu'une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est pour aussi oser parler de ça et oser me mettre à nu entre guillemets. Et je dirais que il y a plusieurs choses qui m'ont pas mal aidé à comprendre un peu plus ce process d'intégration. J'aimerais mentionner les psychédéliques, déjà. J'espère que c'est approprié de mentionner ça ici. Tout c'est approprié. Parfait. Dans ce cas, en fait, les psychédéliques m'ont beaucoup aidé à intégrer tout ça. Ils m'ont beaucoup ouvert mon système nerveux. Ils m'ont fait réaliser aussi... Enfin, j'ai réalisé à travers les psychédéliques que j'étais... Parfois, quand t'es traumatisé, tu le sais pas trop, en fait. Tu le sais pas vraiment. Et j'ai réalisé déjà le fait que, putain, en fait, j'ai vraiment mal, pour le coup. Quand tu prends, par exemple, une petite dose de champignons psychédéliques et tu sens que t'as ton système nerveux qui s'ouvre et c'est un process, c'est pas quelque chose qui va te mettre dans un état de high et t'es constamment en train de rigoler et tout. C'est quelque chose qui a été pour moi... chaque trip en soi, c'est une leçon. Et ça m'a beaucoup aidé. Tu l'as vu un peu comme quelque chose d'initiatique, de thérapeutique. Et ça t'a amené à aller en profondeur à l'intérieur de toi. Ça, ouais. Et finalement, ça t'a aidé à ressentir ce que tu ne ressentais peut-être pas avec aussi présent avant. C'est ça. Et ça m'a donné aussi une sorte de rituel où je faisais... chaque mois, j'en fais un trip où j'en fais tout un rituel, quoi. Où je m'ouvre un peu à tout ça et parfois j'ai des larmes qui sortent et je passe 3 heures en train de pleurer. Et puis finalement, je commence à me comprendre plus, en fait. C'est aller au fin fond de moi-même. Et donc, ça a été vraiment Je sais que c'est un peu sensible de parler de ça, puisqu'il y a cette croyance-là ils sont très très vite mis dans une case de drogue dure, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a des nuances à chercher dans ça, parce que le paracétamol, c'est aussi une drogue en soi. Et le café aussi, et le sucre aussi. Donc, il y a des nuances et des distinctions à mettre là-dedans, pour des petits guillemets. Et comment tu t'es lancé avec les psychédéliques? Parce que c'était un voyage en solitaire. Comment tu as découvert ça?
En fait, c'est le truc qui m'a beaucoup. Enfin, il y a quelques trucs dans lesquels j'ai trouvé du refuge quand j'étais jeune. Euh, c'est c'est la musique et c'est le développement personnel et la spiritualité. Euh, et dans le développement personnel, je me suis ouvert au bouddhisme et je me suis ouvert au, au zen bouddhisme et aux traditions un peu comme ça, où il parle de non-dualité, il parle de conscience globale et de tous ces bails-là. Et au bout d'un moment, j'ai aussi vu qu'il y a pas mal de tribus latino-américaines qui faisaient ça comme rituel et que les gens utilisaient ça comme technologie pour arriver à des niveaux de conscience et pour comprendre des choses aussi. Et du coup, je voulais essayer ça par moi-même et ça a marché. Je conseillerais pas ça aux gens parce que c'est un choix personnel à faire. Moi, je parle juste de ce qui m'a proprement aidé moi. Et les psychédéliques ont été un truc qui m'a. Je sentirais que je sentirais que je serais en train de. Je voulais pas nier ça en fait. En gros, je voulais pas omettre ça. Je voulais quand même en parler parce que ça, c'est vrai en fait. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est pas que ça en soi. C'est pas juste que les drogues. Ça a aussi été. Enfin, la guitare, la musique, ça m'a beaucoup aidé à intégrer tout ça. Donc quand tu dis ça m'a beaucoup aidé à intégrer tout ça, ça t'a aidé comment exactement? Dans le sens où je pouvais faire un lien avec mon innocence. Parfois, tu perds ton innocence quand tu vis un truc très dramatique et puis t'es libellé, traumatisé. Tu perds un peu ce truc-là d'être juste quelqu'un qui a des intentions de découvrir la vie, quoi. La musique, ça a été un ancre qui m'a gardé connecté à ça tout le temps. À ton innocence. À mon innocence, ouais. Juste quand je prends la guitare, je suis pas quelqu'un de. Je sens. Dans l'innocence, je veux pas dire que je suis quelqu'un de bien, mais je suis quelqu'un de pur, en sens où j'ai pas trop d'intention. J'ai pas de. Je suis dans le moment, quoi. Et ça m'a toujours gardé connecté à ça. Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais vraiment beaucoup plus galéré à comprendre comment intégrer tout ça, quoi. Donc ça a été un ancre qui m'a toujours maintenu dans mon corps présent. Et à part la musique, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme, j'ai beaucoup étudié les branches du bouddhisme aussi. J'ai pas mal étudié toute cette histoire d'éveil et de spiritualité et tout ça. Et j'ai voulu avoir une sorte de vision méta, un peu au-delà des religions et au-delà de tout ça, de comprendre ce à quoi il faisait référence, en fait, tous ces systèmes de croyances. Et j'avais toujours un peu ce sentiment-là, de fait qu'il faisait référence à la même chose en soi, mais que chaque système de croyance approchait ça d'un autre angle. Et du coup, j'ai voulu étudier ça pour comprendre un peu la vérité des choses et aussi être reconnecté à comprendre ma propre vérité à moi aussi. Donc ça a été la spiritualité, la guitare et les psychédéliques, du coup, qui sont connectés en soi, en quelque sorte. Mais, donc qui t'ont aidé à reconnecter avec finalement, t'étais un peu en quête d'une vérité intérieure, d'une authenticité, et puis tu l'as retrouvée par ce biais. Et ça t'a aussi aidé à reprendre un petit peu le pouvoir sur ton vécu. C'est ça, ouais, c'est ça. Et comment on fait la différence entre, on disait un peu genre être victime d'eux et vraiment, à un moment donné, c'est vrai, on est enfant, on a été victime de quelque chose, et en même temps pas trop tomber dans la victimisation. C'est une ligne un petit peu fine, parce que si on est dans la victimisation, on perd son pouvoir, ou on le laisse, on le cède au trauma, comme tu l'avais mentionné. Comment tu trouves cet équilibre, en même temps être à l'écoute de toi, de ton vécu, et en même temps d'être aussi à l'écoute de ton besoin d'avancer quoi, dans la vie? Ouais, en soi, c'est vraiment cette ligne entre empathie et victimisation qui est très très fine, comme je t'avais déjà dit au téléphone.
à quel moment t'es empathique, à quel moment t'es trop empathique et que tu dois te prendre en main, à quel moment tu es en train de dire je suis une victime et tu l'assumes complètement, et à quel moment tu es en train de te survictimiser. Ça a toujours été des questions qui ont beaucoup tourné dans ma tête, en fait, de ne jamais comprendre un peu la ligne entre les deux. À quel moment tu te dis ça c'est trop pour moi, et à quel moment tu te responsabilises des choses. Donc, T'as quelques pistes à partager? Ouais, bah pour moi ça a été parfois j'ai tendance à me négliger, mais physiquement, dans le sens où quand je passe par quelque chose, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à faire j'ai des trucs, me lever, nettoyer ma chambre, faire des trucs aussi simples en fait. Et avant, en tout cas, quand j'étais adolescent, je suis toujours adolescent, mais quand j'avais 17 ans, 16 ans, 18 ans, quand cette porte-là de comprendre ses propres traumas s'est ouverte, en tout cas à moi, j'avais du mal à... Je me cachais un peu derrière cette douleur-là pour ne pas prendre le poids de la responsabilité que j'ai, en fait. Et, dans ton trauma, la responsabilité par rapport à ton trauma, c'est ça? Par rapport à ma vie à ton courante, vécu. pas même ma vie courante, juste de faire mes bails, quoi, d'aller au sport, de bouger, de cuisiner pour moi, de manger sain, de tout ça. En fait, au bout d'un moment, ces trucs-là, ils prennent de l'effort, et j'avais du mal à faire des trucs très très simples, en fait, que les autres personnes autour de moi faisaient, et d'une manière qui me paraissait naturelle, en tout cas. Moi, j'avais du mal à faire ce lien-là. Les gens autour de moi, je voyais qu'ils se levaient et qu'ils prenaient automatiquement un petit déj. Moi, quand je me lève le matin, j'ai une boule au ventre parce que je me rappelle automatiquement quand je me levais le matin pour aller à l'école primaire, pour me faire taper. Donc en soi, j'ai toujours ça. J'ai vraiment presque jamais d'appétit le matin. Si je me lève à 8h du matin, j'ai l'appétit qui s'ouvre à 14h. Parce que justement, j'ai cette boule au ventre qui est... Et en fait, une piste que je pourrais te donner là-dessus, c'est que pour pas mal de temps, je me suis donné un peu le droit d'avoir ça quelque part, de me dire en fait j'ai le droit de ne pas manger parce que j'ai un trauma et c'est normal, et j'ai une boule au ventre et du coup je vais rien manger jusqu'à 14h, mais sauf que ça me faisait vraiment souffrir et que j'ai passé par une période de ma vie où j'ai perdu beaucoup de poids à cause de ça, et finalement j'ai dû me forcer en fait. Mais j'ai arrêté aussi de démoniser le fait de se forcer de faire les choses parfois. Parfois, ça peut être ça, prendre du pouvoir, c'est de se dire, écoute, je sais que t'as mal, mais on peut pas rester là. C'est une impasse. Donc, il faut trouver un moyen. Ça peut commencer par te forcer à faire quelque chose. Et puis, dans ce processus-là de te forcer petit à petit, tu découvres qu'il y a de la magie dans ça, en fait. Que en fait tu peux peut-être te faire plaisir le matin pour moi le petit déjeuner ça a toujours été un trauma pour moi parce que j'ai vraiment du mal à manger le matin à cause de ça. Et du coup j'ai dû aussi apprendre comment varier mon petit déjeuner, comment manger un truc le matin, comment boire beaucoup d'eau le matin et ne pas nécessairement manger, ou des petites astuces comme ça qui m'ont aidé petit à petit à détraumatiser le petit déjeuner justement. Et donc par petites touches. Mais donc, si j'ai bien compris, en fait, le fait que tu aies vécu certaines choses, il y avait une partie de toi qui disait je peux lâcher sur d'autres parce que, en fait, moi j'ai vécu ça, donc au final, c'est pas très grave si je me lève pas ou si je mange pas. Ouais. Et je me dis, moi je sais que quelque chose qui m'a aidé dans ma vie, parce que j'avais aussi ces côtés-là de temps en temps, tout d'un coup, je lâche tout, je mange plus, voilà. Et c'était de me dire, comment je peux être une bonne mère ou un bon père pour moi. Et en fait, qu'est-ce que ferait une bonne mère ou un bon père pour moi à ce moment-là? Peut-être qu'elle me dirait, ça vaut la peine que tu manges, là, ça fait 2 jours que t'as pas mangé, mange un truc. Et puis, même si sur le coup, ça peut paraître être un peu forcé, mais en fait, c'est une aide aussi de faire ça. C'est ça. C'est un peu l'enfant intérieur et justement le parent intérieur duquel on a parlé tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec ça, ouais. J'ai dû passer aussi par un process d'être ma propre mère et mon propre père, puisque... voilà, cette partie-là n'a pas été comblée entre guillemets, ou peut-être c'est parce que ma mère m'a pas donné. En fait, ta maman, elle va pas remplir la mère intérieure, elle va juste te montrer comment être ta propre mère. Elle va être l'exemple. Tu
vois. Et mon père, c'est pareil. Mon père, en tout cas le père en soi, il te donne, ou le parent, on va dire parent pour pas trop genrer, mais le parent va pas combler un peu ce vide au fond, mais va te donner un peu l'opportunité et l'exemple de comment être ton propre parent en étant ton parent, du coup. Et donc voilà, en soi, j'ai dû apprendre à être mon propre parent dans ce sens-là où parfois je me force, parfois je comprends que je suis en train de trop me forcer. Et du coup, j'arrête un peu. J'ai tendance à passer aussi de l'autre côté où je me force un peu trop, où je suis trop dans ce truc-là de ouais, je dois dépasser, je dois lutter et tout. Et parfois, je fais un burn-out. Et aussi comprendre ma propre sensibilité dans ça aussi, où c'est un chemin sans fin en soi. Ça s'arrête jamais puisque tu changes tout le temps en fait. Tu arrêtes jamais de changer, donc t'arrêtes jamais d'avoir de nouvelles limites, d'avoir voilà, de nouveaux horizons et tout. Et donc, c'est jamais. Ouais, pour rebondir aussi sur le truc de réussir à intégrer, tu réussis jamais. Il n'y a jamais un point d'arrivée, quoi, je trouve. En tout cas, pour moi. Ouais, ça peut être une chimère après laquelle on court et qui, des fois, nous aide pas beaucoup si on veut toujours chercher à dépasser, à arrêter, à ne plus. Ouais, c'est ça. Ne plus avoir de trauma, ne plus avoir les impacts de tout ça. Mais c'est une blessure qui fait partie de nous, en fait, simplement. Ouais. Et à un moment donné, parce que ça peut être un petit peu compliqué, il y a beaucoup dans les jeunes qui ont un profil ou un parcours atypique, ce côté de mais mince, les autres, je les regarde, ils se débrouillent super bien, ils arrivent à faire des trucs très basiques, manger et tout, tout se passe bien pour eux. Et puis moi, je galère un peu à faire des choses très simples, à avoir une discipline sur des choses très simples. Ouais. Et tu m'as fait une super métaphore à un moment donné sur justement quand on se casse quelque chose, on passe par un moment de rééducation. Et donc quand on casse quelque chose à l'intérieur de soi, il y a aussi un moment de rééducation. On doit réapprendre à vivre, on doit réapprendre certaines choses de base qui peuvent paraître très très simples pour la plupart des gens et qui pour nous sont vraiment un vrai challenge. Marcher, comme une personne qui se serait cassé la colonne vertébrale et qui devrait réapprendre à marcher, à parler, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus ? Ouais, en fait, la métaphore, justement, c'était quelqu'un qui aurait fait un accident et qui aurait perdu la capacité de marcher et qui devrait se rééduquer pour réapprendre à marcher. Mais en soi, la connexion au niveau cérébral, en fait, il sait ce que c'est marcher puisqu'il marchait avant cet accident. Mais là, maintenant, c'est comme s'il y avait une sorte de perte de connexion. Il n'y avait pas ce lien-là de cerveau... système nerveux et muscles, en fait. Et du coup, en fait, je trouve que cette métaphore-là représente parfaitement ce que c'est vouloir faire des choses, mais ne pas pouvoir les faire, en fait, parce que j'ai envie de manger le matin, j'ai envie d'avoir un petit déjeuner, j'ai envie de me remplir d'énergie, de calories pour pouvoir faire ma journée, mais j'arrive pas à faire ça. C'est comme si ma tête me disait quelque chose, mais il n'y avait pas cette connexion-là. Mon estomac reste complètement fermé et complètement en crampe, comme ça. Et c'est un peu ça, au bout d'un moment, j'ai dû rééduquer un peu mon estomac à s'ouvrir peut-être le matin. Je donne l'estomac comme exemple et le petit déjeuner comme exemple, mais il y a tellement d'autres exemples aussi où... T'as d'autres exemples concrets, justement, un petit peu ? Ouais, justement, pour moi, ça a beaucoup, évidemment, affecté les relations intimes, cette histoire. Et j'ai dû réapprendre à m'ouvrir à l'autre et ne pas le voir comme une sorte de menace. Et puisque le couple au sein duquel j'étais élevé, c'était un couple un peu, qui fonctionnait pas du tout et qui était très très malsain. Et on m'a donné un peu cet exemple-là dès un très jeune âge. Et donc, je savais pas ce que c'était avoir une relation saine. J'entendais tout le temps tout le monde parler de ça, d'avoir une relation saine, et j'avais du mal à faire un lien concret avec ce que c'est avoir une relation saine, en fait, et ce que c'est être avec quelqu'un et ne pas avoir des problèmes de codépendance ou ne pas avoir des problèmes être évitatif ou être fermé. Et j'avais énormément ces problèmes-là d'être évitatif, par exemple, et le moment où je sens que quelqu'un est vraiment là, est vraiment déterminé à être avec moi, je me ferme. Il y a une fermeture très très automatique.
où je me donne pas le droit d'avoir ça, en fait. Et c'est pas que, en fait, dans ma tête, tu peux rationaliser ce genre de truc et te dire, en fait, même si rationnellement, je me dis, je veux avoir une relation saine où je suis avec une personne qui est là pour moi et tout, et je suis là pour elle, etc. Mais c'est jamais aussi simple. C'est jamais aussi simple, puisque le corps, c'est quelque chose de très intelligent aussi et de très réel aussi, dans le sens où quand le corps il se ferme, le corps il se ferme. Tu n'y peux rien, tu peux pas rationaliser contre ça. Et donc en soi, quand j'ai quelqu'un qui me regarde dans les yeux, qui me dit, qui m'exprime son amour et qui me dit qu'elle est là pour moi et tout, j'ai du mal à vraiment m'ouvrir et accepter ça. Et du coup, c'est un process de rééducation aussi, à réapprendre à marcher, réapprendre à ouvrir le système nerveux, le décompresser. Et donc, ça serait un autre exemple, du coup, les relations intimes. Donc voilà. Et aujourd'hui, tu es musicien. Ouais. Et donc, c'est un travail qui demande d'être en lien avec soi, avec son émotion, avec son authenticité pour pouvoir transmettre quelque chose. Comment, en fait, tout ce que tu as vécu, ça a construit le musicien que tu es et comment tu as choisi cette voie aussi J'ai parlé de comment la musique a été un ancrage pour moi qui m'a gardé connecté au fait que j'étais innocent dans toute cette histoire et que quelque part tout le monde est innocent en fait. Même quand j'y pense, même mon père est innocent de ça puisqu'il m'a pas fait ça pour aucune raison. Et personne ne te fait du mal pour aucune raison en fait. Même si ça paraît un peu trash de dire ça comme ça, mais il y a un sens où les gens te font mal parce qu'ils ont mal aussi. Et la musique m'a gardé un peu en lien avec cette innocence-là de moi et de tout le monde aussi. Puisque j'ai trop tombé aussi dans le piège avant de me dire je suis innocent et les gens qui m'ont fait mal ne le sont pas. Sur papier, oui, ils ne le sont pas. Puisque sur papier, oui, c'est eux qui m'ont fait mal. Mais si tu vas vraiment, vraiment au fond de ce qu'ils sont comme personnes, c'est des gens très, très innocents, mais qu'ils n'ont jamais pu vraiment regarder cette innocence en eux. Et du coup, ils peuvent pas respecter ton innocence à toi, puisqu'ils ne se respectent pas eux-mêmes dans leur propre innocence, en fait. La musique m'a gardé toujours connecté à ça, en fait. C'est ce truc-là de... Je joue et je suis juste dans mon propre corps et dans mon propre... sans intention, sans prérequis ni rien du tout. Je fais ce que je fais parce que je kiffe et un truc où je cherche pas trop d'explications pour ça. Dans cette innocence, en fait, au final. Dans cette innocence-là, et la musique m'a permis d'être connecté à ça, quoi. Donc, en tant que musicien, je dirais que ça m'alimente, ça me met encore plus dans mon corps, quelque part. Donc le fait d'avoir un système nerveux chargé en soi fait en sorte que je prends pas pour acquis le fait d'être dans mon corps, d'être ancré, puisque c'est un truc que je recherche tout le temps. Et la musique, quand elle me met dans ce bol-là, je prends pas ça pour acquis, quoi. C'est quelque chose qui est très précieux pour moi, et rare surtout. Donc, peut-être la dernière question... avant peut-être qu'on puisse, je sais pas, avoir des remarques ou des questions ou tout ça. Moi, j'aime bien dire, donc ce podcast, il s'adresse à des jeunes à peu près de 13 ans à des débuts de vingtaine. Ouais. Et il y en a qui passent par des moments aussi difficiles, par des moments où voilà, ils sont victimes de certaines choses. Et puis voilà. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire à ces jeunes que toi, peut-être, t'aurais aimé entendre, qui t'auraient soutenu quand tu traversais tout ça ? Ouais, alors... je pense que je serais pas le type de personne à donner des encouragements un peu gratuits comme ça que tu pourrais trouver partout sur les réseaux sociaux, en mode de tout le monde est là pour toi et tout et ça ira et t'es aimé. Tout ça c'est très bien, mais tout ça quelque part quand tu l'entends et que t'es dans une position un peu pareille, tu peux jamais faire des liens avec ça. Et en soi, ce que j'aimerais dire, c'est un peu la vérité des choses pour moi, c'est qu'il y a ce truc-là d'être seul dans ton trauma et de ne pas être seul réellement, en fait. Parce que, en soi, je peux très bien te dire que les gens autour de toi t'aiment et te supportent et
Et si c'est pas le cas, tu trouveras des gens qui t'aiment et te supportent parce que t'es aimable de nature et t'es pas seul. Mais en même temps, t'es seul dans ton propre trauma. Réellement, la seule personne qui peut réellement faire des liens avec toi et te comprendre et te sauver de ça, c'est toi. Et donc, t'es seul, réellement. Mais je trouve que comprendre un peu ce paradoxe-là te permettra peut-être d'un peu briser cette dualité-là et de ne pas être perdu dans ce truc-là de je suis seul, je suis pas seul, je me sens seul, j'ai envie de parler aux autres et du coup quand tu parles aux autres, ils te comprennent, ils te donnent de l'amour mais tu te sens toujours seul. Tu vois, ce truc-là de je me sens compris mais pas très bien compris non plus et ça dépend aussi de ce que tu as vécu mais ce que je dirais c'est tu n'es pas seul, les gens t'aiment réellement mais ils pourront jamais t'aimer à ta place quoi. Ils pourront jamais développer ton propre amour de soi à ta place. Ils pourront jamais être responsables de toi à ta place. C'est un peu... Une autre métaphore serait la seule personne qui ira réellement au ventre de la baleine pour affronter tout ça, c'est toi. Mais eux, ce qu'ils peuvent te faire, c'est te supporter dans le petit navire à l'extérieur, quoi. Mais ils iront jamais avec toi à l'intérieur. Donc oui, t'es seul, mais tu l'es pas. Mais tu l'es. Mais voilà. Donc quoi. Ouais, mais c'est la multidimension de la réalité. En fait, à la fois, on est profondément seul dans notre expérience et il n'y a que nous qui peut nous accompagner. Et à la fois, à un autre niveau, on est relié et connecté à plein de choses et au tout. Et on vit une expérience commune dans notre unicité, dans notre solitude. Ouais. Et je pense que, en effet, dire la vraie vérité à des jeunes en disant, bah ouais, t'es seul, en fait. Il y a toi qui va t'aider. Et voilà, mais moi, de loin, je suis là, je suis présent pour toi. Je trouve qu'il y a un super film pour ça qui s'appelle La jeune fille et la mère. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, La jeune fille et la mère. Où en fait, c'est une histoire vraie où une jeune fille, elle décide à 16 ans de partir faire le tour du monde en voilier. Et en fait, sa famille la soutient, mais les tempêtes qu'elle a traversées, c'est elle toute seule qui les a traversées. C'est elle toute seule qui a dû se débrouiller. C'est elle toute seule qui a dû trouver son cap. C'est elle toute seule. Et donc ça, c'est une vraie réalité. Et en même temps, il y avait sa famille qui était là, qui était présente avec elle et qui l'accompagnait, qui la soutenait de tout son cœur, mais voilà, dans une autre dimension de la réalité. C'est ça, ouais. Mais ça peut, en soi, ça peut servir comme un point d'ancrage. C'est de dire, écoute, j'ai des amis à moi, dans le cas où ça va vraiment, vraiment mal, ils sont là, quoi. Mais c'est pas pour autant que tu peux être, que tu peux développer ce truc-là de sauveur, quoi. Comme on a parlé déjà, personne ne peut réellement te sauver. Et tu peux sauver personne non plus. Donc, il faut pas croire non plus que tu as vécu ce truc-là de très, très compliqué. Parfois, ce truc-là j'ai vécu un truc compliqué. Les gens qui ont vécu un truc compliqué, je vais essayer de les sauver de ce que j'ai vécu moi, en soi. Donc, par exemple, dans le cas où je verrais, moi, quelqu'un qui s'est fait abuser par son père ou par à son environnement quand il était jeune, genre, j'aurais peut-être tendance un peu, même corporellement et nerveusement, de vouloir... le sauver de ça, quoi. De vouloir le tirer un peu, parce que j'aurais aimé faire ça pour moi-même, mais la réalité c'est que je peux faire ça que pour moi-même, pas pour lui. Même je peux être là et je peux l'écouter et je peux donner tout le soutien que je peux, mais c'est lui qui a vécu ça. Donc, réellement, je sais pas trop ce qu'il a vécu, même si on dit que j'ai vécu pareil, j'ai vécu aussi un abus physique ou un père absent ou tout ça, mais même si je rencontre une autre personne qui a vécu aussi sous le toit d'un père absent, je sais réellement pas quel type de père c'est, quel type de contexte. J'ai aucun contexte dans lequel elle était mise, cette personne-là. Donc, même s'ils ont vécu les mêmes choses, c'est jamais vraiment la même chose, réellement. Donc, t'es toujours livré à toi, en fait, dans ce sens-là. Ouais. Et donc... Et en même temps, savoir cette réalité, moi, je sais que le jour où j'ai pris conscience de cette réalité, ça m'a apaisé, en fait, finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions ou des choses à dire ? Super beau témoignage. Je voulais juste rebondir tout à l'heure sur les psychédéliques. Ouais. Je trouve ça super intéressant et il y a de plus en plus, il y a des chercheurs. Et là, en même temps que je vous écoutais, il y a un article qui est sorti le 11, en début d'année là. En Belgique, où il y a des essais pour allier la santé mentale avec
les champignons, etc. Donc, Ouais. c'est top que tu les fais tout seul et tu l'as bien dit, je le conseille pas parce qu'il faut effectivement faire attention mais je trouve ça très très bien qu'il y ait des chaires psychiatriques, enfin des chaires HIR, enfin des réflexions globales dans la santé mentale. Alors c'est très petit encore, mais justement pour permettre aux gens comme l'hypnose ou autres d'utiliser des techniques pour aller à l'intérieur de ces souffrances qu'on veut pas, enfin souvent qu'on veut pas voir ou avec l'amnésie, etc. Ouais. Et d'utiliser ces outils-là ou ces herbes-là, mais dans la conscience collective, on se dit que c'est des drogues et que c'est interdit. Ça, ouais. Il faut le faire avec bon escient et bravo d'avoir osé aller dans ces ténèbres-là grâce à ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup hésité à en parler. À vrai dire, surtout parce que je t'ai pas parlé de ça au téléphone. Non, c'était Et la du coup, surprise. du coup, j'ai gardé ça pour une surprise, justement. Ouais, j'avais vraiment... Puisque je sais à quel point c'est tabou et je sais à quel point les gens peuvent vraiment... Il y a une fermeture directe à ça, puisque justement, on les met dans cette case-là de drogue. Ouais. Pour les gens, pour la plupart des gens, les champignons psychédéliques, c'est la même chose que l'héroïne. C'est la même chose que les amphétamines. Tu vois. Mais par contre, d'autres drogues, comme le paracétamol, comme le sucre, comme la caféine, l'alcool aussi, qui est réellement, qui est partout, quoi. Et ils sont un peu angélisés, quoi. Donc, il faut prendre peut-être l'initiative déjà d'en parler. Je me dis peut-être. Oui, et puis d'essayer vraiment de le faire accompagner. C'est-à-dire c'est ça, ouais. Il y a, en Suisse, je crois que ça marche assez En bien. Suisse, ouais. Il y en a pas mal. En France, ça commence, mais c'est encore très anecdotique. Ouais. Mais effectivement, d'aller vers ça, ça serait intéressant. Je ne sais pas si on le verra. Ouais, j'espère. Merci en tout cas. Merci. Je suis épatée par ta sagesse. Je ne sais pas quel âge a ton âme, mais je me voyais à ton âge et je me disais, purée, il en a... Je ne sais pas si c'est ce que tu as vécu qui fait ce que tu es devenu aujourd'hui et que tu es à l'aise, en apparence en tout cas, de parler de ton parcours comme ça. Donc bravo pour ça. Parce que vraiment, il y a peu de gens qui pourraient le faire, en plus à ton âge. Et voilà, je trouve ça épatant. J'avais une question pour toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour tes projets, pour ta vie, pour un truc qui te fait kiffer, je sais pas. Ah, merci beaucoup. Déjà, je suis pas à l'aise du tout. ça le paraît comme ça, mais je suis pas à l'aise et c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je le suis pas. Mais pour mes prochains projets, en vrai, je compte plus rentrer dans cette. Enfin, je compte tirer la ficelle de l'innocence avec la musique pour voir là où ça mène. Je saurais pas, malheureusement, je saurais pas te dire un truc tangible et explicite de là où je voudrais aller, mais je compte tirer la ficelle et de continuer de faire ce qui me fait du bien jusqu'à ce que ça aboutisse quelque part, peut-être dans un projet musical ou peut-être dans une sorte de carrière ou quelque chose comme ça. Et ça commence à se construire petit à petit puisque je commence à m'établir aussi à Bruxelles en tant que musicien. Et puis on verra. Je vais continuer de faire ce que j'aime le mieux et en espérant que ça aboutisse quelque part. Donc merci. C'est ce que je souhaite en tout cas. Merci à toi. J'hésite. Non, je vais pas réagir. T'as pris le micro maintenant alors. Ouais. Moi, j'ai eu un parcours un peu avec beaucoup de similitudes au tien, mais différent. Et à un moment donné, le cerveau, il fait switch off. Et je me demandais si tu avais vécu ces moments de switch off complet. C'est-à-dire ton cerveau, il se protège et tu t'inventes un monde, un univers, tu rentres dedans, tu te rends plus compte. Et tu comprends même plus les autres autour de toi. Ils vivent dans un monde à part. Ouais. Ils sont des extraterrestres, des aliens. Tu les comprends absolument pas. Ouais, et comment tu as fait pour revenir après, rapidement? Ouais. Non, complètement. C'est ce processus d'aliénation, je le connais très très bien. De sentir pas du tout comme les autres, en fait. Et je veux pas du tout qu'on me voit comme quelqu'un qui a dépassé ça, déjà. Je veux être vraiment honnête. J'ai pas du tout dépassé tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle. J'en souffre toujours. Et
peut-être briser un peu ce truc-là de un jour je dépasserai ça, c'est peut-être ce qui me ferait le plus du bien, en tout cas, moi-même. Ce truc d'aliénation, en fait, c'est très facile de croire que tout le monde est là pour te faire du mal. Et même si tu te dis rationnellement que c'est pas le cas, mais les autres, dans ce sens-là, peuvent t'aider et peuvent te prendre la main et te dire que et apprendre à ton corps d'être OK par rapport à ça envers les autres. Et il pourrait t'apprendre que pas tout le monde est là pour te faire du mal. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont appris ça et qui ont été compréhensifs par rapport à ça. Donc oui, t'es seul dans ce truc-là d'aliénation, et peut-être ça te donnerait un peu d'apaisement de comprendre ça. T'es réellement seul, en fait. Parce que la seule personne qui comprend réellement cette émotion-là, même si tu fais des liens avec ce que je suis en train de dire, et même si tu peux comprendre, mais c'est toi, en fait, qui comprends. Parce que je suis pas toi. Tu vois. Donc, en fait, il y a ce côté-là, mais il y a aussi ce côté où les autres peuvent aussi t'aider dans ce processus-là de rééducation de ton système nerveux. Dans le sens où si tu as un système nerveux qui est un peu fragilisé ou un peu fermé, quelqu'un d'autre peut t'aider à le réouvrir. Donc, ouais. C'est des gens qui peuvent nous aider à choisir la voie de l'amour, au final, et de s'aimer. Ouais. Je conclue là-dessus parce qu'ils font la Macarena là, en régie là, depuis tout à l'heure. Et en tout cas, un grand merci pour ton partage authentique. Et, Merci à toi. Merci à tous. Merci beaucoup.